Hervé Marseille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Oui, vous êtes donc chef de file des centristes au Sénat, mais aussi un peu en France, où le centre, depuis l'aventure Macron, se cherche aussi un destin. Hier, un peu moins de mobilisation pour la journée de grève, pour les manifestations. Pour vous, c'est un essoufflement de la contestation ou au contraire, on attend surtout samedi ? Je pense qu'il faut attendre samedi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manifestaient, qui ne souhaitent pas de retenue de salaire et qui attendent samedi. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été fait. Donc la contestation, elle est forte. Il faut pas se détromper. Je dirais qu'elle est conventionnelle. Il y a l'union des syndicats, il y a du monde dans la rue. Ça souffle fort, mais il faudra attendre samedi pour avoir confirmation. C'est pas plus profond, c'est pas un rejet par la France qui a souffert de la Covid, de la crise économique, de l'idée de travailler plus. Oui, c'est un moment opportun, quoi. Il y a une convergence de toutes les colères. C'est un moment où on en profite pour manifester son ras-le-bol. Et je crois que la réforme des retraites est quelque chose qui sert de point nommé pour tous les gens qui sont mécontents après cette période de Covid, avec les problèmes d'inflation, les problèmes de hausse de l'énergie, de l'essence, et donc il y a tout ça à la fois. Il y a la manifestation de samedi, il y a après. Philippe Martinez de la CGT veut des grèves dures et reconductibles. Est-ce que ce scénario du pire, il est devant nous ? Écoutez, je ne le souhaite pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de jouer la rue contre les institutions. Je veux dire, dans ce pays, c'est un pays de liberté. On a le droit de manifester ses opinions et personne ne manque de le faire. Mais il faut qu'on arrête de jouer la violence, la rue, les cortèges contre les institutions. Sinon, où va-t-on ? Je veux dire, il y a des gens qui ont été élus pour voter à l'Assemblée, au Sénat. Il y a toutes sortes de concertations à travers les syndicats. Alors ça marque aussi une faiblesse, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis 2017, a cassé le paritarisme, a cassé les relations intermédiaires, et à partir de là, il n'y a plus de filtre. On est en direct, en prise avec la rue. C'est la rue contre le chef de l'État, voilà. Notre démocratie. Les institutions, certes, mais quand on voit le début des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée, la virulence, les éclats de voix, les effets de manche, on peut s'inquiéter, non ? Oui, mais l'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante, quoi. Pourquoi ? Mais, je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Je veux dire, c'est quand on voit ces invectives permanentes, on peut plus échanger, on interrompt tout le monde. On voit Monsieur Boyard, qui est le nouveau héros des universités et de la jeunesse, qui conteste tout. Plus personne ne peut parler. Je veux dire, normalement, Parlement, ça veut dire c'est le lieu où on parle, justement, où on échange. Alors, que la rue s'exprime, oui, et elle le fait, qu'on en tienne compte, oui, mais je veux dire, il faut arrêter de donner ce spectacle et de dégrader cette République au point que maintenant, tous les jours, sur les radios, à la télé, on vous dit « Regardez, il y a du monde dans la rue, donc il faut tout arrêter ». C'est pas ça, la démocratie. La chef de file des Verts elle-même l'avait dit, ça sera une ZAD, une zone à défendre, l'Assemblée. Oui, mais l'Assemblée n'est pas une ZAD. L'Assemblée, c'est la République, il y a des institutions, il y a une constitution, il y a des gens qui sont élus pour échanger et à un moment donné voter. Et c'est pour ça que c'est fait. Et donc moi je suis très inquiet de la façon dont notre République se dégrade, parce que à force d'expliquer que finalement ça sert à rien et que ce qui compte c'est de voir le nombre de gens qui défilent, je sais pas où on va, mais c'est plus la République. Le Sénat va récupérer ce texte à un moment donné, peut-être sans qu'il ait été voté à l'Assemblée. Au Sénat, comment se présentent les choses ? Écoutez, le Sénat est beaucoup plus structuré que l'Assemblée nationale. Et beaucoup plus sage aussi. Oui, puis plus raisonnable. Et là, véritablement, on travaille. Donc, je ne sais pas ce qui se passera à l'Assemblée. J'espère qu'il y aura un vote, parce que c'est fait pour ça. À 20 000 amendements, c'est pas parti pour. Oui, mais on peut les retirer à un moment donné. Ceux qui les ont déposés peuvent les retirer. Et je n'exclus pas que sur l'article 7, celui qui prévoit l'âge pivot de la retraite, 64 ans, il y ait à un moment donné une retenue qui fasse que les filles, les Verts, la NUPES en général, retirent ces amendements et se précipitent sur cet article 7 pour dire créons un front pour s'opposer à l'âge des 64 ans pour la retraite. Sur quel point, vous souhaitez des améliorations, des changements dans ce texte ? Écoutez, moi je suis frappé à la fois de la faiblesse du texte et de la violence qu'il suggère.
Franchement, nous votons ça au Sénat depuis 4 ans. 43 annuités, 64 ans. C'est ce qu'on fait de plus faible en Europe. Et c'est pas retenu parce que vous êtes en minorité à l'Assemblée, messieurs. Mais vous le votez chaque année. Mais quand on dit ça aux Français, ils s'en moquent totalement. On a beau leur expliquer que dans tous les autres pays européens, ça se passe différemment, ils s'en moquent totalement. Ils vous disent non, chez nous, on veut pas de ça. Bon, très bien. Mais chez nous, 43 annuités, 64 ans, le système par répartition, il faut bien le sauver. Aujourd'hui, on a déjà perdu 10 milliards avec tout ce qui a été distribué. On se demande vraiment presque pourquoi il va y avoir une réforme. Et en 2027, il va y avoir ce qu'on appelle la clause de revoyure, vraisemblablement, c'est-à-dire les présidentielles, et il faudra revenir à une nouvelle réforme, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut pour sauver la réforme. C'est-à-dire que vous voudriez rajouter des critères pour faire rentrer de l'argent dans les caisses ? Il faudra à un moment donné, ou alors passer à la capitalisation, un jour ou l'autre, commencer à rentrer dans la capitalisation. Aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, c'est à la marge de travailler, par exemple, pour la retraite des seniors, avec le bonus-malus, donner des l'emploi des seniors pour qu'il y ait plus d'emplois des seniors jusqu'au bout. Parce qu'on est très faible en France sur l'emploi des seniors. On est à peu près dans la tranche 60-64 ans à 33%, alors que partout en Europe, c'est 45%. Un bonus-malus, c'est-à-dire que les entreprises qui ne jouent pas le jeu, on les pénalise. Ben voilà. Et celles, au contraire, qui jouent le jeu, on les aide fiscalement. Et ça serait efficace ? Ça sera sûrement efficace parce qu'on sait très bien que quand on emploie la carotte et le bâton, ça marche beaucoup mieux. Vous êtes proche des LR au Sénat, vous travaillez avec eux, vous êtes proche des LR dans la vie politique. Dans quel état d'esprit les sentez-vous ? Écoutez, on est proches, on travaille ensemble. On a des points de convergence, on a des points de divergence. Mais vous les observez beaucoup. Oui, aujourd'hui j'ai du mal à comprendre parce que la vérité c'est qu'il n'y a plus de vrai chef. Il n'y a plus de vrai chef. La droite française, elle est bonapartiste. Il y a toujours eu, dans les institutions de la Ve République, quelqu'un qui tirait vers le haut et qui avait vocation à aller à l'Élysée. De Gaulle, Chirac, Sarkozy. Voilà. Aujourd'hui, on peut s'interroger. Je veux dire, il n'y a que des auto-entrepreneurs. Les gens viennent, comme à Beyrouth-Ouest, il y a des checkpoints. Tout le monde dit « moi, il me faut ça, sinon je vote pas. Moi, vous me donnez ça, sinon je vote pas. » Bon, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est demandé par la droite et le centre depuis des années. Depuis des années. C'est voté depuis des années. Et aujourd'hui que ça arrive sur la table, on dit « ah ben non, vous comprenez, il faudrait qu'il y ait ça en plus, ça en plus, ça en plus, ça en plus. » Bon, on peut discuter, c'est fait pour ça. Encore une fois, le Parlement, il est fait pour compléter cette réforme. Mais on ne peut pas tous les jours menacer le gouvernement en disant « si j'ai pas ça, on vote pas ». À un moment donné, il faut être responsable et il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Une polémique est née dans ce débat sur les retraites autour de la retraite des sénateurs. 2000 € et quelques, si je ne me trompe pas, si on a accompli un mandat complet. Est-ce que vous souhaitez la fin de ce régime autonome ? Ça viendra certainement un jour, mais pourquoi il y a autonomie ? C'est simplement que le gouvernement ne peut pas faire pression sur les assemblées. La Chambre est indépendante. Voilà. Depuis le début du siècle, depuis 1905, il y a des régimes autonomes. Pourquoi ? Pour pas que les gouvernements puissent, pardon de l'expression, serrer le kiki des parlements. Sinon, ils sont dominés et ils n'ont plus d'autonomie d'action. Ils sont soumis. Donc, il y a une autonomie, une liberté laissée à chaque caisse. La nôtre, elle est importante. Pourquoi ? Parce que les sénateurs, depuis longtemps, ils profitent peu de la retraite. Beaucoup, le Sénat rajeunit, mais pendant longtemps, les sénateurs profitaient peu de la retraite. Ils partaient tard à la retraite, ils mouraient, donc ils n'en profitaient pas. Il y avait donc elle est bénéficiaire. Voilà. Elle est bénéficiaire et on ne demande rien à l'État. Alors que l'Assemblée nationale, il faut chaque année qu'il y ait 70 millions du budget de l'État, c'est-à-dire des impôts, qui aillent abonder la retraite des députés. Et vous pensez donc qu'il faudra quand même réformer, changer ce système, revenir dans le droit commun un jour ? Bien sûr, mais ça a failli avec la réforme Édouard Philippe, à point. Oui. Et ça n'a pas été, comme vous le savez, jusqu'au bout. Donc la réforme s'est arrêtée, on n'a pas poursuivi, mais on y reviendra parce que je pense que le système à points était un bon système. On pourrait ressortir ce texte, il a été voté à l'Assemblée. Il est sur le bureau du Sénat. Vous pourriez dire, de ressortir. Voilà, la réforme Borne est en train de s'enliser, on ressort celle-là. Oui, c'est déjà assez le bazar, si vous n'avez pas remarqué. On peut aussi toucher aux 35 heures, travailler plus par semaine. Je ne suis pas sûr que les syndicats sautent de joie. Vous avez repris la présidence de l'Union des démocrates et des indépendants après la chute de Jean-Christophe Lagarde. Dans quel état est le parti qu'avait fondé Jean-Louis Borloo ?
Écoutez, Jean-Louis est à nos côtés, il était là le jour du congrès, c'est une bonne chose pour nous parce qu'il constitue toujours une référence. Moi, j'essaie de rassembler tous les centristes sur le terrain. Nous avons beaucoup d'élus locaux, c'est pour ça que nous avons beaucoup de sénateurs, l'un va avec l'autre. Et je crois que le centre est indispensable, il apporte une part de démocratie, il apporte un côté social, parce que ce qui manque beaucoup dans nos débats, c'est la dimension sociale. Dans le dernier budget, par exemple, rien sur le logement, rien sur la dépendance, rien sur le social. La gauche fait du sociétal, plus personne fait de social. On laisse ça à Mme Le Pen, qui a un socle populaire très fort, et après on s'étonne évidemment qu'elle durcisse encore plus son socle. Et je crois qu'il faut revenir à une politique sociale qui soit beaucoup plus nette, beaucoup plus claire et beaucoup plus déclarée. Cette parole des centristes, elle est portée en effet régulièrement au sénatorial, parti d'élus locaux, mais est-ce qu'elle ne doit pas exister de manière indépendante aux européennes, à la présidentielle ? Ça pose une difficulté, c'est qu'il faut savoir qui peut être le chef de file, parce que la diaspora centriste, aujourd'hui, elle est partout. Vous avez des centristes au MoDem, vous avez des centristes chez Horizon, à l'UDI, donc il faudrait essayer quelque part de trouver une forme de convergence des centristes pour peser au sein de la vie politique. C'est pas encore fait. Vous l'avez dit quand vous avez pris le parti, c'est le début d'un regroupement des forces humanistes et républicaines. Comment aller plus loin que le début ? Eh bien, il faut travailler ensemble. Là, je rencontre beaucoup de responsables centristes et on va essayer de faire converger nos points de vue pour peser davantage dans les débats dans les mois qui viennent. C'est l'après-Macron que vous essayez d'esquisser Tout le monde essaie d'imaginer ce qui se passera, mais on va déjà passer step by step les étapes. La prochaine étape politique, ce sont les européennes. Il faudra savoir quel type de rassemblement il faut trouver et autour de qui. Un mot de politique internationale pour finir. Le Sénat a voté une résolution demandant au gouvernement d'augmenter la livraison d'armes à l'Ukraine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez qu'on envoie des avions ? C'est ce que demandent en tous les cas les responsables ukrainiens qui sont venus nous rencontrer. Le président de la Rada était chez nous au Sénat la semaine dernière. Il a demandé davantage d'armes. Je lui ai posé la question en disant « Est-ce que vous comprenez la retenue des opinions occidentales qui ne veulent pas être co-belligérants ?» Il m'a répondu que la co-belligérance était une notion russe qui visait à empêcher justement qu'on leur donne des armes, en disant « c'est nous qui nous battons et c'est nous qui mourrons ». Sur le terrain. Donc, donnez-nous des armes. J'avoue que à la fois, il m'a séduit par sa réponse et en même temps, j'ai toujours une certaine retenue aussi à dire ne pas livrer des armes qui puissent frapper le territoire russe. Qui puissent frapper le territoire russe et nous entraîner dans le conflit à l'insu de notre plein gré. Hervé Marseille, merci et bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup Christophe. 7h45 demain, votre invité sera le sociologue Jean Viard.